Pour la suite, en fait, on va rentrer dans une partie avec que des chiffres, quasiment. Donc, dans un premier temps, ça va être les chiffres du marché du recyclage, donc qui sont calculés et valorisés par Fédérec. Et ensuite, ce seront les chiffres des déchets d'activité économique en Auvergne-Rhône-Alpes. Juliette, si tu veux bien reprendre la parole et je passerai les diapositives pour toi. Alors, ouais, je le dis et je le fais pas. Hop. C'est bon. Hop, vous m'entendez à nouveau. J'ai des petits problèmes de connexion. J'espère que ça ne n'entache pas la présentation. Euh, alors voilà, donc sur les chiffres dont on pouvait parler tout à l'heure, je le mentionnais, mais le nombre d'entreprises, 1200, un chiffre qui reste assez stable parce que voilà, il y a beaucoup de rachats d'entreprises, mais beaucoup de créations aussi, donc on varie pas beaucoup avec un nombre total d'établissements de 2450. Et donc 1200 établissements adhérents dont je vous parlais pardon, tout à l'heure pour la présentation. Je sais pas si on peut poursuivre. J'ai Juliette, on t'entend bien. Ok. En fait, ça me fige. J'ai l'image qui se fiche par moment et ça va le faire. Là, le son est très audible de ton côté. Super, parfait. Confirme bien. Euh, Concernant les caractéristiques pardon, de la profession, donc là, bah, vous pouvez voir au niveau euh, des différentes régions. Donc nous, moi, j'ai pas d'accès sur la page du bas, enfin sur la fin de la page. Mais voilà, euh, au niveau des différentes régions, sur le nombre d'établissements et effectifs, et puis la répartition par taille d'entreprise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a quand même une grande diversité de typologies d'entreprises que vous pouvez voir sur le schéma à droite. Donc voilà, avec des groupes nationaux, mais aussi beaucoup de TPE, PME parmi les adhérents, les entreprises adhérentes de Fédérec. Je pense qu'on peut. En fait, c'est pour ça. J'ai un décalage au moment où je pense que vous passez la slide. Euh, sur les tonnages collectés en 2023, on est toujours sur la même typographie que tout à l'heure dont je vous parlais, avec métaux ferreux, puis après, voilà, cet enchaînement inerte, bâtiment, bois, papier, carton, ce sont des filières avec les plus gros pourcentages, et puis l'estimation des tonnages de matières premières issues du recyclage produites en 2023, que vous pouvez retrouver sur la droite, avec une petite baisse du pourcentage par rapport à 2022 sur les deux schémas, mais qui sont relatifs aux activités des entreprises sur cette année-là. Donc voilà, pour vulgariser un petit peu, j'ai envie de dire, les chiffres du recyclage, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus parlant de l'imaginer comme ça, mais ça peut vous donner une idée de l'importance du recyclage, en tout cas des tonnages et la masse qu'on peut traiter quand on l'imagine comme ça, avec des images. Bon, bah, les images sont plus parlantes qu'un discours, mais voilà, ça permet de représenter un petit peu l'activité du recyclage en France et le, l'activité de nos adhérents sur toutes ces filières. Merci Juliette pour ces premiers résultats là, du marché du recyclage en 2023. Donc, c'était bien des chiffres nationaux sur l'année 2023. Donc, avec les données qui ont été enquêtées cette année. Pour la suite,
on va passer donc à des chiffres qui concernent l'année 2022, donc ont été enquêtés l'année dernière, et par une exploitation qui est faite par l'Observatoire. Donc, tout d'abord, on va rappeler les ordres de grandeur entre les grandes catégories de déchets. Donc, tout d'abord, il y a les DMA SPPGD, donc tout ce qui est pris en charge par le service public. Et donc, on note 4,29 millions de tonnes collectées en 2022. Les DAE non dangereux, non inertes, 2,75 millions de tonnes, avec une astérix, donc vraiment une alerte par rapport à ce chiffre, parce qu'on pourrait se dire, oula, bon, bah, les DAE, il n'y en a pas beaucoup finalement par rapport aux autres. Donc, ce qu'il faut savoir, que c'est vraiment les donc, DAE hors bout, hors assimilé, hors déchets du BTP et agricole. Pourquoi ce périmètre d'observation? Eh ben, c'est celui qui a été défini dans la méthode d'observation nationale ADEME, qui définit également les méthodes pour calculer les indicateurs. Et donc, c'est sur cette méthodologie qu'on s'appuie pour tous les indicateurs DAE. Et donc, j'en profite pour préciser que côté DMA SPPGD, en fait, les déchets inertes sont inclus dans ces 4,29 millions de tonnes. Donc voilà, l'idée c'est de vous présenter les ordres de grandeur, mais on ne peut pas en fait comparer ces trois chiffres entre eux, car il ne s'agit pas de la même nature de déchets. Et pour finir, donc, partager donc, les déchets inertes du BTP avec 21,1 millions de tonnes. Donc là, on comprend pourquoi on ne les observe pas en simultané avec les DAE. Pour les deux premiers chiffres, pardon, la source, c'est l'Observatoire, et donc pour les 21,1 millions, c'est la CERC Auvergne-Rhône-Alpes. Si on rentre un peu plus dans le détail de ces 2,75 millions de tonnes de DAE produits en région Auvergne-Rhône-Alpes et traités, donc on voit qu'il s'agit comme 28% de déchets en mélange et ensuite 26% de métaux. On peut observer l'évolution ces 3 dernières années, donc depuis que l'observation des DAE a été mise en place au sein de l'observatoire. Donc, on voit que on était à 2,3 millions en 2020, 2,9 millions en 2021 et 2,7 millions en 2022. Par rapport à cette évolution, il faudrait la rapporter à un chiffre d'affaires ou à un effectif pour pouvoir vraiment comparer. Mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire actuellement. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'évolution, elle suit la tendance observée sur les DMA en région. C'est-à-dire avec 2020, bah, c'était une année exceptionnellement basse liée à la conjoncture 2020 et l'année Covid. 2021, on a observé un rebond des tonnages collectés et traités. Et 2022 se situe entre les deux. Donc, donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à l'évolution. Et après, là, ce qu'on a juste souhaité rappeler, c'est l'objectif de la loi AGEC qui est de diminuer de 5% les DAE par unité de valeur en 2030 par rapport à la référence de 2010. Donc ça, c'est un objectif. Donc nous avons également pour du coup objectif de se mesurer et de suivre. Mais aujourd'hui, bah, c'est encore notre méthode, elle est encore à compléter et à enrichir pour avoir la référence 2010. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir par rapport à cet objectif, c'est que les déchets du BTP sont inclus. Donc, à voir comment l'objectif se répartit entre la part BTP et la part hors BTP. Si on rentre un peu plus dans le détail de ces 2,75 millions de tonnes produites en région Auvergne-Rhône-Alpes, on voit, donc là, ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est les premières destinations des déchets d'activité économique. Donc ici, on ne va pas prendre en compte tout ce qui est refus de tri, en fait, qui sont des déchets secondaires et qui sont déjà passés par une autre installation. Et donc, on voit que la majorité des déchets d'activité économique arrivent en centre de tri, 72%.
Ensuite, on a 12% des déchets d'activité économique qu'on peut assimiler à des biodéchets, des déchets organiques, qui arrivent directement en plateforme de compostage et en unité de méthanisation. Il reste 9% des DAE qui vont directement en installation de traitement ultime type UVE, cimenterie ou ISDND. Il faut savoir en région Auvergne-Rhône-Alpes que en fait, l'ensemble des DAE ils vont sur des unités de valorisation énergétique. Enfin, il y a pas de, on a une unité d'incinération sans valorisation énergétique et elle reçoit uniquement des OMR. Donc, il n'y a pas de DAE en fait qui est incinéré sans valorisation énergétique. Et enfin, on a 4% des DAE qui arrivent en plateforme de broyage. Donc, ces 4%, ça concerne des déchets de bois essentiellement. Et enfin, 3%, comme je vous l'avais déjà précisé, qui vont directement chez un recycleur sans passer par des installations intermédiaires. Je propose de passer à la suite et on y reviendra si vous avez des questions. Oui. Donc là, pour la suite, on va faire un focus sur les DAE collectés en déchetterie professionnelle. Ensuite, on viendra également en détail sur les déchets qui sont traités sur les centres de tri. Et enfin, on finira cette deuxième partie par la valorisation des DAE. Donc tout d'abord sur les déchetteries professionnelles. Alors avant de commencer, juste une information sur le périmètre de ces chiffres qu'on vous propose sur les déchetteries professionnelles. Donc là, on est sur un périmètre qui comprend tous les déchets. Donc à la fois les déchets non dangereux, non inertes, mais également les inertes et les déchets dangereux. Donc c'est la seule slide où on sera sur voilà, un périmètre qui comprend tous les déchets. Pour le reste, ensuite, on repassera sur un périmètre DNDND. Donc sur les DAE collectés en déchetterie professionnelle, donc on peut voir que bah, ça a fortement augmenté entre 2015 et 2022, donc sur le graphe à gauche, puisqu'on est passé en 2015 de 77 000 tonnes collectées à 197 000 tonnes collectées en 2022. Donc cette évolution et l'augmentation de ce tonnage collecté, il est à mettre en lien forcément avec le réseau des déchetteries professionnelles qui s'est étoffé, puisqu'en 2015, on est passé de 30 déchetteries professionnelles recensées à 54 en 2022. Si on regarde maintenant l'évolution entre 2020 et 2022, donc on voit que ça augmente beaucoup entre 2020 et 2021, et ensuite il y a une baisse conséquente en 2022. Et en fait, ça suit l'évolution qu'on a constatée, donc comme le disait Blandine, sur les DMA et puis sur les DAE de manière générale, sur les DAE traités en installation. Ensuite, sur le graphique de droite, donc là, ça concerne l'année 2022. Donc quasiment 200 000 tonnes collectées sur le réseau des déchetteries professionnelles. À savoir que ces 200 000 tonnes, ils sont pas rajoutés aux 2,75 millions de tonnes présentées sur les slides précédentes, parce qu'en fait, il y a une bonne partie qu'on retrouve déjà sur ces 2,75 millions de tonnes. En fait, une majorité de ces déchets collectés en déchetterie vont ensuite vont être envoyés, pardon, soit en centre de tri, plateforme de regroupement, ou alors voilà, dans des installations de valorisation organique, énergétique, et pour une partie directement en enfouissement. Donc finalement, il y a à peu près 60% sur les 197 000 tonnes qu'on va retrouver déjà dans les 2,75 millions de tonnes traitées. Le reste, ça va être donc les inertes, donc les 18% de gravats, une petite part de déchets dangereux, et puis tout ce qui va être envoyé hors région Auvergne-Rhône-Alpes. Finalement, voilà, il y a quand même 90% des tonnages qui sont traités en région. Si on regarde un peu plus dans le détail, donc sur les types de déchets collectés en déchetterie, donc on s'aperçoit qu'il y a presque un tiers, donc 29%, ça va être des déchets en mélange, encombrants. 20% des métaux, 18% des gravats et 15% du bois. Donc ces quatre flux à eux seuls, ça représente un peu plus de 80% des déchets qui vont être collectés en déchetterie professionnelle.
Voilà. Et pour conclure donc sur les déchetteries, on s'aperçoit quand même que c'est un type d'installation aujourd'hui qui permet de capter voilà, une quantité non négligeable de DAE puisqu'on atteint quasiment 200 000 tonnes collectées en 2022. Alors maintenant, un focus donc sur les déchets traités en centre de tri en 2022. Donc sur le graphe de gauche, on retrouve nos 1,95 million de tonnes donc, qui sont passées sur un centre de tri en 2022. Donc un peu, voilà, 71% des DAE traités sur les installations en 2022 environ. Donc on note une légère augmentation par rapport à 2021. C'est plus 2% qui est passé par un centre de tri. Donc ça vient un peu à rebours de l'évolution qu'on a pu constater entre 2021 et 2022. Au global, on note plutôt une baisse. Donc proportionnellement, il y a eu plus de déchets qui sont passés sur les centres de tri en 2022 par rapport à 2021, si on compare à l'ensemble des installations de traitement. Si on regarde en termes de type de déchets, donc on voit que les métaux représentent une partie importante, hein, 36%. Ensuite, les déchets en mélange, 28%, papier carton, 16% et le bois, 12%. Donc là encore, ces quatre flux qui représentent 92% en fait de l'ensemble des tonnages traités sur les centres de tri. Donc pour rappel, là, on est retourné, on a rebasculé sur un périmètre non dangereux, non inerte. Ensuite, si on regarde ce qui sort de ces centres de tri, donc le graphe de droite cette fois-ci, on s'aperçoit qu'il y a une bonne partie qui va être valorisée, puisqu'on est quasiment à 80% des flux traités sur les centres de tri qui vont ensuite partir en filière de valorisation. Donc une toute petite partie en valorisation organique, 2%. La majorité, ça va aller en valorisation matière, 62%. 8% en valorisation énergétique. 7% qui vont être envoyés vers du regroupement ou pour un second tri. Donc là, sur ces 7%, en réalité, in fine, il y aura peut-être une petite partie qui ne sera pas valorisée. Et enfin, voilà, encore 21% qui vont partir en traitement résiduel. Donc là, traitement résiduel, ça va être pour la quasi-totalité de l'enfouissement. Sachant que ce chiffre de traitement résiduel, donc 21%, il n'a pas évolué par rapport à 2021. On était déjà à 21% cette année-là. Malgré tout, voilà, on s'aperçoit que les centres de tri, c'est également un outil qui permet une forte valorisation avec donc quasi 80% des tonnages sortants qui vont être valorisés à la fin. Et enfin, donc une dernière slide donc, qui va concerner tous les DAE qui ont été traités et où ils ont été valorisés. Donc, sur le graphe de gauche, vous allez retrouver donc les pourcentages, enfin les taux de valorisation des DAE. Donc, je le rappelle, sur un périmètre non dangereux non inerte. Donc, on a 13%. Donc là, on est sur l'ensemble des installations, hein, donc sur les 2,75 millions de tonnes. Donc on a 13% qui ont été valorisés de manière organique. Donc ça va être tout ce qui rentre en plateforme de compostage, en unité de méthanisation, que ce soit en région Auvergne-Rhône-Alpes ou hors région, auquel on a soustrait donc les refus de valorisation organique. Ensuite, 50% de valorisation matière. Donc là, c'est tout ce qui est sorti des différentes installations de traitement, enfin de tri-traitement qu'on enquête et qui a été destiné à de la valorisation matière, auquel on a rajouté donc ce qui allait directement chez les recycleurs, donc environ 70 000 tonnes, et auquel on rajoute les mâches-fer issus de l'incinération qui sont valorisés matière. Enfin, la valorisation énergétique, donc ça représente 13% des DAE. Donc là, tout ce qui va rentrer en cimenterie et en unité de valorisation énergétique, que ce soit en région ou hors région. Et on va également comptabiliser les tonnages qui sont allés en valorisation énergétique en région, hors cimenterie et UVE, donc par exemple en chaufferie. Si on s'intéresse maintenant au traitement résiduel, donc 6% en 2022. Donc là, c'est tout ce qui va rentrer en installation de stockage essentiellement, puisque finalement, il y en a
très peu en incinération sans valorisation énergétique. Donc 6%, ça peut paraître très faible et on pourrait se réjouir de ce chiffre. Mais en réalité, c'est un chiffre qui est sous-estimé parce que comme vous pouvez le voir en dessous de ces 6%, il y a une part, alors qu'on a appelée inconnue sur le graphique, mais qui finalement n'est pas si inconnue que ça, donc 18%. En fait, c'est voilà, ces taux qu'on a calculés. Pour le traitement résiduel, on va regarder les DAE qui rentrent en installation de stockage, entre autres. Et sur les installations de stockage, il y a beaucoup de refus de tri qui proviennent des centres de tri auxquels on n'a pas réaffecté, ou on n'a pas réussi en tout cas à réaffecter l'origine acteur. Est-ce que ça provient des DMA ou des DAE? Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une très faible part de traitement résiduel et 18% voilà, qu'on n'a pas pu réaffecter. Donc au global, on a 76% orienté vers une filière de valorisation. Et concernant ce traitement résiduel, on a fait ce travail de consolidation des refus de tri en 2022. Donc là, c'est les chiffres que vous avez à droite sur la slide. Ce qu'on a cherché à faire, en fait, c'est réaffecter un maximum de refus de tri entrant en ISDND à leur première origine. Donc, afin de déterminer si à l'origine ils provenaient de DMA ou de DAE. Donc ça, c'est un travail qu'on a pu faire en croisant les différentes données disponibles en entrée d'ISDND et en sortie de centre de tri. Et finalement, on a réussi à réaffecter une bonne partie des refus de tri, pas la totalité, mais une bonne partie. Et donc, on arrive in fine à 472 700 tonnes de DAE qui sont enfouies en région, plus 40 000 tonnes enfouies en région, donc un peu plus de 512 000 au total. Et sur ces 472 000 tonnes enfouies en région, on s'aperçoit donc il y a une part de déchets en mélange, 18%, qu'on va retrouver en fait dans nos 6% de traitement résiduel pour la majorité, et 76% de refus de tri. Donc c'est ces 76% de refus de tri qui, dans le graphe de gauche, finalement, on va les retrouver dans la barre grise, la partie inconnue. Alors, ça représente pas les 18%, mais en tout cas une bonne totalité. Et finalement, donc le chiffre total de 513 000 tonnes enfouies, ça équivaut à peu près à 19%. Donc sur le graphe de gauche, finalement, on pourrait estimer à peu près 19% en traitement résiduel, sachant que ce chiffre est certainement légèrement un petit peu supérieur parce que dans les refus de tri, comme je disais, il y a une partie, il y a une bonne partie qu'on a pu réaffecter, mais il reste voilà, 200 000 tonnes à peu près de refus de tri auxquels on n'a pas réussi à affecter une origine. Donc dans ces 200 000 tonnes, il y a probablement une partie qui provient des DAE. Donc finalement, pour conclure là-dessus, on serait plutôt autour des 20% de traitement résiduel avec une majorité enfouie. Ces 472 000 tonnes, ça représente à peu près 32% du total enfoui en région, sur les 1,5 million de tonnes au total enfouies en 2022. Sur les DMA, on est autour des 46%, et le reste, du coup, une partie qui va provenir du BTP, et le reste, ça va être du coup les refus de tri qu'on n'a pas pu réaffecter. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a encore quand même une partie assez conséquente, hein, autour des 20% des DAE qui sont enfouis. Donc il y a encore un effort assez conséquent à mener pour essayer de réduire au maximum cette part de déchets qui va être non valorisée. Et il y a aussi voilà, un effort en termes d'observation pour essayer de réaffecter un maximum de ces refus de tri, puisqu'il y a encore une partie qu'on n'arrive pas à affecter, et pouvoir affiner encore plus voilà, les tonnages de DAE et de DMA enfouis, et pouvoir du coup ajuster ces taux et arriver voilà, à finalement un inconnu autour des 0%, même si finalement il y a toujours une partie pour lesquelles on ne pourra pas déterminer la destination finale. Donc voilà pour la conclusion sur cette deuxième partie. Donc on va présenter les chiffres. Donc comme on le disait, on a prévu un second temps d'échange et de questions. Donc n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse
vous donner la parole ou sinon, comme tout à l'heure, à poser des questions dans le chat et puis voilà, afin qu'on puisse y répondre. Alors, on pourrait donner la priorité à ceux qui veulent poser les questions à l'oral maintenant. Sinon, j'ai un certain nombre de questions qui ont été posées dans le fil de discussion. Donc, donc je vais les relire à l'oral par ordre d'arrivée, et ce qui va permettre de suivre en fait les chiffres qui ont été présentés. Bon, je démarre. Si vous voulez compléter à l'oral, n'hésitez pas. Et si vous avez une question qui vous vient à l'oral, n'hésitez pas non plus. Donc, première question. Alors, c'est les centres de tri qui collectent des DAE sont-ils publics, privés ou bah, les deux cas? Alors, sur les centres de tri qu'on enquête, donc effectivement, pour ceux qui nous déclarent des DAE, on a beaucoup de privés, mais on a également des publics qui vont nous, ça représente pas la majorité, hein, mais on a également des centres de tri publics qui vont nous déclarer des DAE. Donc là, on n'est pas hors assimilé, hein. On est vraiment sur des DAE nous, on rentre dans le champ des DAE dans le cadre de notre observation. Donc effectivement, il y a les deux, mais une grosse partie quand même de centres de tri privés. Ouais, et je vais compléter par rapport aux 190 centres de tri qui vous ont été illustrés dans notre champ d'enquête. En fait, on a, je crois, de mémoire, 5 centres de tri qui sont publics. Donc, et qui reçoivent donc pour certains des DAE. Alors, deuxième question qui a été posée au moment où on était sur les déchetteries professionnelles. Donc, je pense que c'est lié à cette diapositive-là. La question est sur que retrouve-t-on dans les déchets en mélange? Et on retrouve également cette question par rapport à la dernière diapo qui a été présentée sur, euh, ah non, sur l'enfouissement. Mais non, je ne retrouve pas cette diapo. Bon. Euh, Alors, que retrouve-t-on dans les déchets en mélange? donc c'était, ouais, bah je pense que ça fait un peu le lien avec, il y avait une question déjà comme ça qui avait été, voilà, avez-vous des données sur les fractions de matériaux valorisables dans les DAE en mélange? Je pense ça fait Hmm. le lien avec cette question. Donc, comme disait Blandine, en fait, nous, on va pouvoir, à travers les enquêtes qu'on mène, sur les installations de traitement, on va pouvoir euh, observer en fait les DAE en mélange qui vont rentrer sur les installations, peu importe les types d'installations, hein, mais si on parle du tri et de la déchetterie professionnelle, donc c'est vrai qu'on va caractériser ces types de déchets comme du déchet en mélange. Et ensuite, c'est à travers ce qu'on va retrouver en sortie de ces installations. Alors c'est vrai que pour les déchetteries professionnelles, on raisonne uniquement en flux sortant, mais en fait, la grande majorité de ce qui est collecté sur ces déchetteries professionnelles, ça va ensuite sur les centres de tri de la région qu'on enquête. Et donc finalement, c'est à travers les flux sortants de ces centres de tri, on va retrouver dans les différents types de matières ou de déchets qui nous sont déclarés, que ce soit les métaux, les papiers cartons, le bois, etc. C'est dans ces déchets-là qu'on va pouvoir du coup retrouver une partie des déchets en mélange. Et puis pour le reste des déchets en mélange, c'est tout ce qui va être les refus de tri qui vont être orientés soit vers de la valeur énergétique, soit en enfouissement. La question suivante, je ne vais pas tout à fait les prendre dans l'ordre, mais c'est pour rester un peu sur la thématique centre de tri, déchetterie professionnelle. En fait, qu'est-ce qui distingue une déchetterie professionnelle des centres de tri? Alors ça, c'est vraiment, c'est propre, on va dire, à nous, notre manière de distinguer les deux, mais c'est vrai que sur les déchets, enfin, ce qu'on va, nous, considérer comme une déchetterie professionnelle, c'est les déchetteries qui correspondent à la nomenclature ICPE, je sais plus quelle catégorie c'est 2791, il me semble. Mais du coup, c'est les installations en fait qui permettent aux professionnels de venir apporter directement leurs déchets et de les trier. Du coup, un peu comme un particulier irait déposer ses déchets triés dans une déchetterie publique. Donc ça, c'est ce qu'on va considérer dans les déchetteries professionnelles.
Et les centres de tri, du coup, on va pas forcément avoir cette notion-là de professionnel qui arrive et qui vient déposer ses déchets déjà triés. Après, on a pas mal de sites finalement qui regroupent les deux. On a des sites où on va avoir à la fois ce que nous, on va considérer comme un centre de tri et comme une déchetterie professionnelle. Et parfois, d'ailleurs, il y a certains sites où finalement les tonnages traités sur le site ne nous sont déclarés que sur le centre de tri. Parfois, on a la distinction et parfois, tout est déclaré sur le centre de tri. Je vais compléter un peu avec des précisions. C'est vrai que on va questionner sur est-ce que le centre de tri accepte l'apport direct des professionnels. Donc, on a ce cas de configuration-là et ça fait partie de nos données. Et la distinction avec la déchetterie professionnelle, vraiment, ça va être la nomenclature ICPE associée. Donc, je ne voudrais pas vous donner le mauvais numéro, mais on va se référer à cette nomenclature. Et le fait qu'il y ait minimum 6 flux triés disponibles pour les professionnels qui arrivent. Et pour finir, donc j'ai une dernière question pour le moment. Donc ça concerne les 76% de refus de tri qui partent en enfouissement et qui sont d'origine activité économique. Et là, la question est de savoir si est-ce que ces refus de tri-là pourraient aller en installation de valorisation énergétique. Il faudrait, en tout cas, ça serait mieux que de l'enfouissement, c'est sûr. Donc, oui, ça pourrait, moyennant voilà, les capacités pour, en tout cas, à minimum Auvergne-Rhône-Alpes, pour ces types d'installations de pouvoir traiter ces déchets afin voilà, de les détourner de l'enfouissement et de pouvoir les valoriser en énergie. En tout cas, voilà, disons que l'enfouissement, la baisse de l'enfouissement, c'est la direction vers laquelle il faut aller. Voilà, et ça passe notamment par cette partie sur les refus de tri. Et je vois qu'Élodie, tu as ouvert ton micro, donc si tu veux compléter, je te laisse la parole. C'est une des questions qu'on se pose en tant que planification, puisqu'on a l'objectif de réduire l'enfouissement de moitié. Et en effet, ces 76% de refus de tri, il est déjà question de regarder s'ils ne sont pas valorisables en termes de matière, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement. Je pense qu'il y a encore des choses qu'on peut aller chercher, qu'on peut sortir. Et ensuite, faut caractériser et voir le pouvoir calorifique de ces déchets. Ça pourrait aller en valorisation énergétique, mais ça pourrait faire soit en unité de valo énergétique, soit en combustible solide de récupération. Mais en tout cas, c'est une des questions qu'on se pose aujourd'hui. La majeure partie des DAE aujourd'hui enfouis sont des refus de tri DAE. Donc en effet, pas forcément, on n'ira pas jusqu'à 76% des refus de tri valorisables énergétiquement, mais en tout cas, c'est une des pistes à développer dans les années à venir. Merci pour le complément et voilà pour l'objectif de réduire l'enfouissement, quel que soit le producteur et la nature du déchet. Et donc là, j'ai un complément d'information par rapport aux déchetteries professionnelles, donc toujours pour réussir à distinguer une déchetterie professionnelle versus un centre de tri. Et donc là, la remarque, c'est que donc une déchetterie professionnelle est forcément rattachée à un centre de tri versus la déchetterie des collectivités, donc destinée aux particuliers, qui est juste un point d'accueil et de collecte des déchets des ménages. Donc, ceci est vrai, mais pas dans tous les cas. Donc, on a des déchetteries professionnelles qui sont uniquement des installations dédiées à l'accueil et à la collecte des déchets des professionnels. Enfin, je pense notamment en fait à l'exemple des déchetteries professionnelles automatiques où, le concept en fait c'est vraiment d'être un point de collecte de déchets triés apportés par les professionnels. Et donc ensuite, ces déchets-là vont être euh, transportés pour la massification et pour le tri. Donc, pas forcément, en Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas. Tu es d'accord, Martin? Oui, oui, tout à fait. Ok. Alors, de ma fenêtre, on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent?
Est-ce que les réponses apportées ont été suffisamment claires également ou alors ça génère d'autres questions? N'hésitez pas. Pas d'autres remarques. Je vois qu'il est 16h15. Donc c'est super. On avait tellement peur de dépasser qu'on a essayé d'être le plus clair et succinct dans nos illustrations. Alors, avez-vous un exemple de déchetterie pro automatique en région? Oui. Si Martin, tu as le nom en Oui, tête. oui, bah c'est la société notamment Guyonnet Récupération, c'est dans l'Isère, il me semble. Alors j'ai plus la commune en tête exactement. Ils ont développé, alors je crois qu'ils ont plusieurs déchetteries automatiques même. Oui, Il y en il y en avait, a plusieurs. ouais. Il y en Oui, avait vous avez une raison. qu'on suivait depuis un petit moment et récemment ils en ont ouverte. Alors je sais pas dire le nombre, mais ils en ont plusieurs. N'hésitez pas à revenir vers nous après ce webinaire, justement pour avoir plus de détails et on pourra apporter des réponses plus complètes si nécessaire. Ah ben voilà, il y a les réponses qui arrivent dans le fil de discussion par rapport à ces Ah bah déchetteries automatiques. ça va, ça va. Ah, donc bon. Il y a pas mal d'exemples de déchetteries pro-automatiques de la région, donc merci pour les compléments d'information parce qu'on n'a pas toutes les communes en tête. Par contre, on a une nouvelle question qui concerne notre méthode en fait d'exploitation des données. Donc, à savoir, est-ce que les chiffres qu'on vous a présentés reflètent uniquement des données de réponse, des données d'enquête déclarées par les répondants, ou alors est-ce que les chiffres ont été extrapolés en cas de non-réponse? Et est-ce qu'on a fait un lien avec le gisement potentiel de production? Je réponds. Vas-y, Martin, puis Ok. je compléterai. Ouais, ça marche. Alors sur les tonnages entrants en installation, effectivement, on fait pas d'extrapolation en fait sur ces tonnages. On va uniquement prendre en compte ce qui nous est déclaré donc par les répondants à nos enquêtes. Après, il y a une petite partie aussi, mais ça reste vraiment à la marge de données qu'on arrive à estimer à travers des déclarations des années précédentes, mais ça reste vraiment minime. Et voilà, c'est des estimations, donc ça reflète pas forcément aussi des données qui sont valables d'une année sur l'autre. Mais globalement, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas d'extrapolation qui sont faites sur les tonnages. Je sais Et pas est-ce si qu'on fait un lien avec le c'est- gisement potentiel de production? Eh bien, pas encore. Mais ça ne serait tardé. En fait, donc, dans la méthode nationale d'observation DAE, une partie de la méthode concerne le calcul du gisement potentiel. Donc, c'est un gisement qui est calculé à partir de ratios de production de déchets par effectif, par secteur d'activité. Et donc, pour cette partie-là, on ne la calcule pas en interne au sein de l'Observatoire Auvergne-Rhône-Alpes. On s'appuie sur l'expertise d'autres observatoires, tels que celui de Nouvelle-Aquitaine, mais on n'a pas pu encore l'exploiter et le restituer à ce jour pour ce webinaire. Alors, il est 16h20, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc, rapidement, pour conclure sur le webinaire, donc on voulait voilà, vous présenter enfin, très brièvement les travaux en cours et à venir donc dans le cadre de l'ORDEC. Donc en 2025-2026, on va travailler sur des données territorialisées de traitement sur les DAE.
Donc, comme on disait dans le cadre de la présentation, sur notre site internet, vous pouvez déjà retrouver des données territorialisées, mais sur les DMA pour le moment. Et donc, on va travailler sur voilà, la territorialisation de données sur les DAE. Et un autre chantier qui va pas mal aussi nous occuper, donc c'est Sinoe V3. Donc Sinoe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la base de données nationale de l'ADEME, dans lequel sont saisies les données que vous nous fournissez dans le cadre des enquêtes. Donc c'est un outil qui est en cours d'évolution vers une nouvelle version, donc la V3, et qui sera disponible à partir de 2026. Donc à partir de 2026, les enquêtes seront menées sur une nouvelle version de Sinoe, donc Sinoe V3. Voilà, donc ça, c'est les deux gros chantiers qui vont nous occuper à court terme sur les années à venir. Et ensuite, on voulait profiter aussi de ce webinaire pour vous interroger en fait sur vos besoins d'indicateurs pour le suivi des DAE. Donc, comme on l'a dit, c'est la première restitution qu'on fait sur les DAE. Et c'est vrai qu'on voulait profiter de ce moment bah, voilà, pour sonder un peu vos besoins d'indicateurs par rapport à ça. Euh, Sachant que nous, de notre côté, on est bien évidemment contraints aussi par rapport aux données qui nous sont disponibles. Mais voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à vous exprimer, que ce soit à l'oral ou dans le chat. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours par mail. Mais en tout cas, on est ouvert à toute proposition pour permettre bah voilà, d'aller encore un petit peu plus loin dans ce suivi sur les DAE. Voilà. Donc, si jamais il y en a qui veulent prendre la parole ou voilà, écrire dans le chat, n'hésitez pas. Par rapport à cette question, quel besoin d'indicateurs pour le suivi des DAE? Donc, soit vous pouvez, avant de vous déconnecter, mettre les éléments dans le fil de discussion de ce webinaire. Comme ça, c'est fait, on va dire. Ou alors, à la suite de ce webinaire, on va vous envoyer donc le support de présentation, le lien vers le replay. Ça peut être l'occasion de nous répondre avec des deux, trois éléments auxquels vous avez réfléchi. Et sinon, bah, ça peut être via notre mail de contact de l'Observatoire également. Pas de retour en direct? Si. Alors, n'y a-t-il pas une obligation de tri pour les professionnels, loi 5 flux? Effectivement, il y a une obligation de tri 5 flux qui est même passée à 7 flux. Donc, avec plastique, bois, verre, déchets organiques, carton et Métaux. textiles, métaux. Euh, Donc peut-être que je l'interprète, ou l'idée ce serait aussi d'essayer de refléter l'application de cette obligation auprès des professionnels. Est-ce qu'on retrouve ces flux-là? La benne de déchets en mélange, s'agit-il en fait d'une benne 5 flux qui est, donc pour le coup, on retrouve ces 5 matières qu'il faut trier. Et ben, ça fait partie des sujets potentiels. Nous sommes à 9 flux, me dit-on. Bon, Ouais. bah, il m'en manque 2, faut que je révise. Bien, on est pas mal. Pas d'autres retours? Moi, j'aurais souhaité juste repasser la parole à Hervé Baffy, qui est le responsable du pôle économie circulaire à l'ADEME. Et Hervé, normalement, peut nous partager quelques mots concernant les perspectives DAE. Eh ben, avec Ah, plaisir. bonjour, vous m'entendez? Très Très bien, bien, oui. oui. Très bien. Bon, désolé pour la caméra, j'arrive pas, j'ai eu un souci. Donc déjà, merci à Nicolas d'avoir pris la parole pour l'intro. Moi, je tenais à remercier aussi les personnes qui ont présenté. C'est pas un sujet facile. On a 20 ans de retour d'expérience sur les déchets des collectivités. Même si on suivait les DAE, c'est vrai, c'est un vrai sujet et c'est le sujet qui va mobiliser l'ADEME, notamment la direction régionale aussi dans ses activités. Bon, sur l'aspect, je ne vais pas parler des budgets, hein, vous avez tous la même info que nous. Donc on verra ce qu'on aura l'année prochaine, mais en tout cas, le sujet des déchets d'activité économique, c'est une priorité d'action pour nous, que ce soit aussi bien les biodéchets,
Donc, on devrait aller un peu plus sur le sujet, le soutien sur des plateformes de valorisation, de quoi que ce soit de compostage ou de méthanisation, mais aussi sur les DAE au sens large. Donc, normalement, on devrait reconduire l'appel à projet Aura Déchets. Donc, Aura Déchets, c'est un appel à projet qui nous permet de soutenir les centres de tri et les déchetteries professionnelles. Donc, il devrait être conduit en 2025. Le budget, ça, c'est une autre histoire, mais on en saura plus prochainement. Donc ça, c'était l'information que je voulais vous faire passer. Et puis, il y a aussi quand même, par rapport aux besoins d'indicateurs, je pense qu'il y a toutes les REP qui seront soit mises en place, soit qui vont se mettre en place. Donc, il y en a une qui est importante, hein, qui concerne les déchets industriels d'emballage, qui sera mise en place à partir de l'année prochaine. Donc, c'est vrai que je pense qu'on est sur des années d'indicateurs et de suivi, voire de valorisation qui vont forcément, on espère, évoluer avec toutes ces REP qui se mettent en place. En tout cas, c'est vrai que je confirme qu'on est bien et je suis content que l'Observatoire s'oriente aussi sur notamment la territorialisation des données. Donc, c'est important et c'est ce qu'on nous demande. Donc, voilà. En tout cas, merci pour la présentation qui était très claire. Eh ben, merci pour le mot de la fin. Si, s'il n'y a pas d'autres remarques, ben, on vous souhaite une bonne fin de journée. On a pu finir dans les temps et, et j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Merci pour l'organisation. Merci beaucoup. À bientôt.